Nous allons voir à présent l'interview réalisée par notre confrère Augustin Faye avec M. Baba Kaba qui a travaillé dans plusieurs missions des Nations Unies. Maintenant, nous avons notre deuxième invité sur le plateau et je laisse tout de suite le soin de se présenter. Ben merci Auguste. Moi c'est Baba Kaba, je suis en Italie depuis 2 ans et j'habite à Bouvarnon. Alors, M. Baba Kaba, quel est ton point de vue sur la conception de l'éducation dans les familles africaines en Europe? Voilà, bon. Donc moi je voudrais faire un distinguo. Parce que dans les familles africaines ici, nous avons les immigrés de la première génération, de la deuxième, et maintenant nous sommes dans la troisième génération d'immigrés. Donc la première génération d'immigrés, c'est les gens qui viennent des pays africains, surtout spécialement du Sénégal, mais qui viennent des villages. Donc qui n'ont pas eu une éducation européenne au niveau de notre pays. Arrivés ici, ils ont eu des enfants qui sont nés là, qui ont grandi et qui sont confrontés à l'éducation européenne. Donc tout de suite, ça devient un problème entre les enfants et les parents. Parce que le parent qui est au Sénégal n'a fait que l'école coranique, donc n'a pas une éducation française. Donc tout de suite, arrivé quand son fils a un certain comportement, tout de suite, il est désemparé. Donc c'est ce distinguo-là qu'il faut d'abord faire. Absolument. Donc à partir de là, l'éducation des enfants des immigrés, ici, pose effectivement un grand problème. Parce que les parents ne comprennent pas effectivement que ces enfants ne puissent pas avoir la même éducation qu'ils ont eux reçue de leurs parents étant en Afrique. Absolument. Alors, ce qui fait qu'il y a toujours des frictions entre les enfants et les parents. Voilà. Dans les familles africaines en général, selon notre conception, on parle de crainte et obéissance. Est-ce le cas dans les familles immigrées en Italie ou en Europe en général? Bon, je ne peux pas dire que c'est le cas. C'est le même cas. Parce que, bon, en Afrique, nous avons une éducation des enfants, de nos parents, donc qui implique le respect des parents et le respect aussi de l'aîné. C'est-à-dire que toi, quand tu es dans une famille, tu respectes tes grands frères et les enfants doivent respecter les parents. Bon, par contre, ici en Europe, comme vous le savez, l'éducation européenne, les enfants ont une certaine liberté, surtout arrivé à un certain âge. Déjà à partir de 15-16 ans, l'enfant, pour eux, la constitution européenne, c'est que l'enfant doit pouvoir se développer. Pour se développer, il faut qu'il ait une certaine liberté. Alors, et cette liberté-là maintenant, de parler et d'agir, bon, nous, on ne l'a pas en Afrique. Donc, comme j'ai dit tantôt, la première génération d'immigrés, quand, par exemple, en Europe, un enfant, son papa lui dit quelque chose, il dit que papa, c'est pas vrai, pour nous, c'est une insulte. Ça pose problème. Ça pose problème. Parce que quand tu dis à ton père, c'est pas vrai, c'est comme si tu disais qu'il mentait. Or, l'éducation européenne, quand le gosse dit ah non, papa, non, ça, c'est pas vrai, bon, pour lui, c'est pas frustrant. Tu vois, donc, ça pose problème, effectivement. Mais, je ne peux pas parler de crainte. Je ne peux pas parler de crainte, d'autant plus que l'enfant immigré, né en Europe, bon, a une certaine évolution, a une certaine connaissance de la situation dans le monde, de sorte que il ne craint pas ses parents, mais quand même il les respecte. En Europe, que devrait être la stratégie des parents en matière d'éducation, des parents africains en général? Les parents africains en général, en Europe, ils doivent s'atteler à imposer l'éducation africaine à leurs enfants au sein de la famille. C'est dans leur maison, dans leur demeure. C'est-à-dire que l'enfant qui est né ici, il grandit, donc dès le bas âge, les parents devraient d'abord lui parler la langue maternelle. Parce que l'assimilation, comme on dit, parce qu'ici des fois les gens disent que ouais, les immigrés ne sont pas intégrés et tout ça. Non. Cette intégration ne doit pas être totale. Il faut quand même que nous gardons notre culture. Mais est-ce que ça ne pose pas problème? Parce que dans les familles, on peut dire oui, mais au dehors, on peut dire non. Parce qu'au dehors, c'est une autre réalité. Non, ça ne pose pas de problème. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, sur le Sénégal, tu nais dans une famille où tes parents n'ont jamais été à l'école. Donc, tu parles la langue nationale, mais après, on te met dans une école française. Tu vas étudier la langue jusqu'au bac, jusqu'à l'université, tu parles français, mais ça n'empêche que tu as une éducation de base au niveau de ta famille. Absolument. Donc c'est parce qu'on ne fera que transposer la chose ici. Le gosse, quand il est à la maison, il naît ici, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 5-6 ans,
qu'il puisse vraiment aller seul à l'école 7 ans. On l'inculque l'éducation de notre pays. Et maintenant, quand il va dehors, il va acquérir l'éducation européenne, mais chaque fois qu'il est à la maison, bon, là tout de suite, le père dit, bon, pas d'italien à la maison. À la maison, on parle la langue nationale. Et quand tu sors maintenant, tu parles. Et on l'éduque, suivant nos coutumes, au sein de la maison. Mais je crois que le gosse sera assez parfait quand même pour pouvoir allier les deux éducations. Est-ce que le travail des parents, par exemple dans les pays européens, qui est un peu difficile, il faut le dire, ne crée pas un obstacle, n'est pas un obstacle en matière d'éducation? Oui, je peux dire que ça, parce que bon, comme je vois les gens travaillent ici, il y a un manque de temps. Exactement. Ils n'ont pas le temps de s'occuper vraiment, réellement de l'éducation de leurs enfants. Parce qu'ici, même les femmes travaillent. Quand tu vas au boulot, par exemple, la femme qui va au travail, son enfant de 4-5 ans, donc, est gardé au jardin d'enfants, à la garderie d'enfants, comme on dit, asilo. Si. Donc, ce n'est que le soir que la maman revient pour prendre l'enfant. Le père rentre peut-être à 18h, il est fatigué, il n'a pas le temps, justement, de pouvoir s'asseoir et causer avec son enfant. Donc là, c'est un grand handicap. C'est un grand handicap. Malheureusement, ben, c'est le cas. Ce qui fait que les gosses sont laissés à eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les attitudes des enfants? Parce qu'en général, par exemple, dans la conception de ma culture, on n'a pas de droit de regarder une personne quand on parle avec elle. Bon, par exemple, dans les écoles ici en Europe, les enfants sont confrontés à ce problème parce qu'en général, ils ne regardent pas leur maître. Ouais, bon, effectivement, ouais. je comprends ce que vous voulez dire. Bon, mais je crois que ce phénomène-là s'applique plutôt aux enfants qui sont nés en Afrique et qui sont venus ici à un certain âge. Dans ce sens-ci. Parce que le gosse qui est né ici, bon, là, il n'y a pas de problème, il est né en Italie, c'est un fils d'immigré, il est né en Italie, il a grandi, bon, donc il a déjà cette conception de l'éducation européenne. Mais par contre, le gosse qui est né en Afrique, bon, qui est venu ici à l'âge de 5-6 ans, donc déjà, il avait déjà un certain comportement. Donc, c'est comme pour revenir à ce que vous venez de dire, donc, qui ne regarde pas ses parents ou bien ses aînés dans les yeux pour parler. Chaque fois qu'on les parle, donc il baisse la tête par respect. Donc ce gosse-là, arrivé là, qu'on le mette à l'école ici après, bon, rencontre des difficultés effectivement, parce qu'il n'est pas habitué à regarder par exemple un aîné, une personne plus âgée que lui, dans les yeux pour parler. Est-ce que vous avez un conseil comme dernier mot à donner aux parents des familles immigrées? Bon, ce que je pourrais dire, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est que les parents n'ont qu'à beaucoup parler à leurs enfants. Donc, se mettre un peu à leur place pour dire que, bon, effectivement, les deux cas sont différents. Le parent a reçu une éducation en Afrique, le gosse, lui, il est né là, il a reçu une éducation ici, et essayer de se mettre au milieu pour pouvoir allier les deux. C'est-à-dire parler au gosse, lui accepter certaines choses, l'autoriser à faire certaines choses, mais tout en lui inculquant que, au-delà de tout ça, il est africain. Comme on a l'habitude de dire chez nous, l'adage qui dit que un bois, quelle que soit la durée que M. Debora fera dans l'eau, il ne sera jamais un caïman. Un caïman, voilà, donc, même si on fait 50 ans ici, on ne sera jamais des Blancs. On sera tous des Africains, donc il faut qu'on garde notre culture africaine. Voilà, je vous remercie, M. Kaba. C'est à moi de vous remercier. Merci. Nous sommes toujours avec M. Prera, qui est un observateur de la vie politique africaine, pour nous parler de la Guinée-Bissau. Au moment où la CEDEAO s'était réunie à Abidjan pour trouver une solution à la crise malienne, la Guinée-Bissau s'est invitée au débat avec le coup d'État militaire qui a mis fin au processus électoral. M. Prera, pourquoi cette instabilité en Guinée-Bissau si l'on sait que depuis un bon moment, les militaires sont toujours partie prenante de la vie politique dans ce pays? Je vous remercie. Je crois que le problème de la Guinée-Bissau est lié aussi à son histoire politique et militaire. En fait, en Afrique de l'Ouest, c'est le seul pays d'ailleurs qui a eu à prendre son indépendance par les armes. Par les armes. Donc une lutte de libération nationale très dure qui a mis au moins 11 ans et qui a abouti à l'indépendance en septembre 1974.
suite au coup d'État des militaires au Portugal, qui a mis fin au fascisme de Salazar, Marcel Caetano, ce qu'on a appelé la révolution des œillets. Et donc, il y a eu l'indépendance de la Guinée-Bissau et des autres colonies portugaises. Mais donc, par rapport à cela, disons qu'en Guinée-Bissau, l'armée a une très grande importance, comme en Algérie aussi. Dans la vie politique. Dans la vie politique, comme en Algérie. D'ailleurs, les gens ont l'habitude de dire que dans ces deux pays, ce n'est pas l'État qui a son armée, mais c'est l'armée qui a son État. Et donc, si vous voyez bien, l'essentiel des dirigeants de la Guinée-Bissau depuis l'indépendance ont été, pour l'essentiel, des gens qui ont joué un rôle dans la lutte de libération. D'ailleurs, en 1981, nous avons abouti, on a eu le coup d'État du général de brigade, Bernardo Vieira, donc contre le président qui était là, qui était un métis, il faut le signaler, Luis Cabral. Et donc, Ninou Vieira est arrivé en tant que militaire et il a dirigé le pays avec une main de fer, jusqu'en 1994, où on a assisté au multipartisme. Et donc, à ce début de multipartisme, il y a eu les élections et Ninou Vieira les a remportées. Mais il faut signaler que l'opposition avait gagné la capitale. Et donc le processus électoral s'est poursuivi. Malheureusement, les militaires sont présents dans la vie politique. Et malheureusement aussi, les hommes politiques les invitent dans le débat politique. On peut participer à des élections comme au Sénégal, les militaires votent. Mais il y a une façon de les faire participer à la vie politique. Il faut créer un espace politique apaisé. Et malheureusement, en Guinée-Bissau, ce n'est pas le cas. Et malheureusement aussi, pour l'essentiel, l'armée est dominée par une ethnie, qui est l'ethnie la plus nombreuse, qui vient en tête. Elle n'est pas majoritaire, mais elle vient en tête. Elle fait 28 à 30% de la population. C'est l'ethnie des Balantes. Et à cette ethnie appartient un des leaders de l'opposition, qui est Koumbayala. Et donc, voyez-vous, c'est assez compliqué, parce que justement, pour beaucoup de Bissau-Guinéens, depuis le coup d'État de Ninou Vieira d'ailleurs, il fallait écarter les métis, qu'on considère d'ailleurs comme des Cap-Verdiens, alors que ce n'est pas vrai. Il y a des métis Bissau-Guinéens, parce que les Portugais ont mis 5 siècles en Guinée-Bissau. Ils ont eu des enfants, et donc les métis font partie de la vie politique. Si vous voyez en Angola, c'est la même chose. Dans l'accord signé avec la CEDEAO, les militaires ont accepté toutes les conditions, sauf la présence du président Pereira, le président par intérim. Et donc, voilà, justement, ce problème est là. Et donc, nous avons eu en 1999 une guerre civile très meurtrière, où le Sénégal a intervenu avec la Guinée-Conakry. Ça a été appelé l'opération Gabou, qui a duré 1 an. Et qui a abouti à la victoire de la junte militaire, qui a chassé du pouvoir le président Ninou Vieira. Et malheureusement, par la suite, Ansoumana Mané, qui était le chef de la junte, a lui-même été assassiné. Avec des intrigues qu'il y avait au sein de l'armée. Parce que Koumbayala, qui a gagné les élections en 2001, s'est porté au pouvoir. Il a nommé 25 colonels qui étaient de son ethnie. Et donc, ça a créé des problèmes au sein de l'armée. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce problème ethnique ne se pose pas. Mais présentement, il me semble que les militaires également demandent le départ des troupes angolaises d'Angola. Oui, c'est pourquoi je dis que là, il y a la géopolitique qui s'invite. Parce que si vous voyez les événements en Côte d'Ivoire, le pays africain qui a été le principal allié du président Gbagbo, c'était l'Angola. Aujourd'hui, en Guinée-Bissau, on demande le départ des Angolais. Et si vous voyez en Afrique, aujourd'hui, l'une des puissances émergentes, c'est l'Angola. L'Angola est la porte d'entrée de la Chine, de la Russie, mais aussi du Brésil, du Venezuela et de Cuba. Donc, l'Angola compte dans la géopolitique africaine. Et l'Angola a des liens historiques très forts avec la Guinée-Bissau. D'ailleurs, l'Angola a proposé à l'ancien président bissau-guinéen qui est mort, Malam Bekay Sagna, qui est un des ténors de la lutte de libération nationale, un projet de réforme de l'armée et des institutions. Et l'Angola était prête à financer tout cela avec le soutien du Brésil. Il faut dire que entre-temps, on a découvert aussi du diamant, on a découvert de l'or, on a découvert de la bauxite en Guinée-Bissau, on a découvert du fer. À côté du pétrole et aussi des terres qui sont très riches. Tout cela crée des appétits. Aussi bien du côté des puissances émergentes, mais aussi des puissances de l'Union européenne et d'autres. Et chacun attise. Il y a les multinationales qui sont derrière. On ne peut pas dire que c'est un simple conflit interne à la Guinée-Bissau. Et je pense que le fait déjà d'ailleurs que par rapport à la gestion de ce dossier, le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui est un allié de la France de Sarkozy,
ait eu à avoir des accords avec le président Alpha Condé de Guinée-Conakry, qu'on accuse d'être soutenu par l'Angola dans ce dossier, prouve déjà que la géopolitique et la géostratégie s'invitent dans ce conflit en Guinée-Bissau. Et je pense que par rapport à cela, le Conseil de sécurité des Nations Unies, encore une fois, n'a pas pris ses responsabilités. Parce que nous avons assisté en 2009 à l'assassinat conjoint le même jour du chef d'état-major de l'armée Takmenawa et Batista et du président Nino Vieira. Et jusqu'à ce jour, rien n'a été élucidé. On ne sait pas qui a fait cela. Et donc, on assiste à des meurtres, à des assassinats politiques en série et à une instabilité chronique sur fond de trafic de drogue. En fait, la Guinée-Bissau est la plaque tournante. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont plus ou moins concernés, mais la Guinée-Bissau, c'est vu aussi de tout le monde. C'est devenu une passerelle par où transite la drogue en Afrique de l'Ouest. Et c'est vu aussi de tout le monde. Et beaucoup d'officiers de l'armée parrainent, mais des hommes politiques aussi sont impliqués. Et malheureusement, je crois que par rapport à cela, la CEDEAO ne peut pas gérer cette question. Elle a besoin du soutien de la communauté internationale dans son ensemble. Mais comme je vous l'ai dit, ça devient compliqué parce que chacun a ses petits calculs par rapport aux appétits et par rapport aussi aux questions géopolitiques et géostratégiques qui s'entremêlent. Voilà. Donc, selon vous, la mission d'attente que va envoyer la CEDEAO risque de se compromettre et de n'être pas en mesure de résoudre le problème? En fait, je ne sais pas qu'est-ce que la CEDEAO veut faire en envoyant des troupes. Est-ce qu'ils veulent mettre la Guinée-Bissau sous tutelle ou non? S'ils veulent la mettre sous tutelle, je pense qu'avec 600 hommes, ce n'est pas possible. Je connais la Guinée-Bissau, je connais la capacité de son armée. Ils ont des effectifs, ils ont les moyens militaires. Et je ne crois pas que ce sont ces armées-là, classiques que nous avons en Afrique de l'Ouest, qui peuvent régler ce problème. Il y a déjà 600 hommes de l'Angola qui sont sur place. On veut les faire partir pour envoyer des troupes de la CEDEAO. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens se concertent à un niveau plus large. Il faut que l'Union africaine et le Conseil de sécurité de l'ONU prennent en charge cette question. Parce que c'est une question qui menace la stabilité de la sous-région et même de l'Afrique. Parce que la question du trafic de drogue, du commerce d'armes et tout cela ne marche pas. Moi, je suis sénégalais et je sais que nous avons un conflit au sud du Sénégal qui a fait 30 ans. Et il y a des interconnexions dans tout ça. Je vous remercie encore, M. Préra, de nous avoir élucidé sur ce problème de la Guinée-Bissau. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce débat. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois dans une autre rubrique. Au revoir. RTV Virgilio. Adesso su canale 819 Sky.